Et si la véritable force d'un pays ne s'exprimait pas dans le bruit des armes, mais dans le silence studieux d'une salle de classe? Pour le Burkina Faso, ce pari audacieux n'est plus un simple slogan. Il s'incarne, chaque matin, dans les écoles du pays. Ici, la salle de classe n'est plus un terrain neutre. Elle est devenue la première ligne de défense, la forge où se façonne l'avenir national, loin de l'agitation des champs de bataille et du tumulte politique. Le Burkina Faso traverse aujourd'hui une crise profonde, faite de tensions sociales, de menaces sécuritaires et de pressions extérieures qui pèsent sur son équilibre. Cette crise n'est pas seulement une question de frontières ou d'alliances. Elle est existentielle. Elle interroge la capacité d'un peuple à rester uni, à se reconnaître dans une histoire commune, à défendre une identité partagée face à la fragmentation. Face à ces défis, les dirigeants burkinabés n'ont pas seulement renforcé leur armée ou intensifié les négociations diplomatiques. Ils ont fait un choix rare: investir massivement dans l'éducation civique et morale. Ce choix ne relève pas du hasard. Il s'appuie sur une conviction forte, partagée au sommet de l'État. La stabilité d'une nation commence dans le cœur de sa jeunesse. Sans repères, sans discipline, sans sentiment d'appartenance, le pays risque de sombrer dans la division et la confusion. Prenons un exemple concret. Dans le passé, certains pays d'Afrique, comme le Rwanda après le génocide, ont eux aussi fait de l'école le pilier de leur reconstruction. Là-bas, l'enseignement de la réconciliation, du vivre ensemble et de la responsabilité collective a permis de cicatriser des blessures profondes. Au Burkina Faso, la démarche est similaire, mais elle vise à prévenir la fracture avant qu'elle ne devienne irréversible. Dans chaque école, les élèves apprennent à respecter le drapeau, à cultiver la discipline, la responsabilité, la solidarité. Mais la mission va bien au-delà des gestes symboliques. L'objectif est de forger des citoyens capables de penser par eux-mêmes, de résister aux discours de haine et aux manipulations, de défendre l'intérêt général face aux intérêts particuliers. Ce pari éducatif s'accompagne de réformes concrètes. Par exemple, chaque lundi matin, une cérémonie de levée du drapeau réunit élèves et enseignants. Le silence est de rigueur, les regards sont tournés vers l'étendard national, tandis que l'hymne retentit. Après la cérémonie, une discussion s'engage sur la signification des symboles, sur le sens de l'appartenance à la nation. Ce moment, apparemment anodin, devient un rituel fondateur, un acte de cohésion qui se répète inlassablement, semaine après semaine. Mais ce n'est qu'un début. Dans les salles de classe, les enseignants sont formés pour intégrer l'éducation civique à toutes les matières. Ainsi, lors d'un cours d'histoire, on ne se contente pas d'énumérer des dates. On questionne les élèves. Qu'est-ce que cet événement nous apprend sur le courage, sur la solidarité, sur la responsabilité collective? À travers ces discussions, les jeunes apprennent à relier le passé à leur présent, à s'approprier les leçons de l'histoire pour construire un avenir commun. Pour illustrer l'efficacité de cette méthode, prenons l'exemple d'une école de Bobo-Dioulasso. Là-bas, l'équipe pédagogique a mis en place un conseil des élèves, où chaque classe envoie un représentant pour débattre des problèmes de l'école et proposer des solutions. Ce conseil fonctionne selon des règles strictes: respect du temps de parole, écoute active, recherche du consensus. Résultat, les élèves deviennent acteurs de leur environnement, apprennent la négociation, la responsabilité et découvrent que l'intérêt général prime sur les intérêts individuels. L'enjeu est immense. Sans ce travail de fond, la jeunesse reste vulnérable aux sirènes de la division. Les groupes extrémistes, qui prospèrent sur le sentiment d'abandon et de confusion identitaire, trouvent un terreau fertile là où l'école échoue à transmettre des repères clairs. À l'inverse, une jeunesse formée à la citoyenneté, consciente de ses droits et devoirs, devient le meilleur rempart contre les manipulations et les attaques contre l'unité nationale. Ce choix de placer l'école au cœur de la résistance n'est pas propre au Burkina Faso. Dans l'histoire moderne, de nombreux pays ont traversé des périodes de crise en réinventant leur système éducatif. Après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, l'Allemagne et le Japon ont profondément réformé leurs écoles pour promouvoir la paix, la tolérance et le respect des institutions démocratiques. Ces efforts ont permis de rebâtir la cohésion sociale
et de préparer le terrain à des décennies de stabilité. Au Burkina Faso, la démarche est adaptée au contexte local. L'accent est mis sur les valeurs endogènes, respect des aînés, solidarité communautaire, fidélité à la parole donnée. Ces principes, souvent transmis de génération en génération dans les familles et les villages, sont désormais réhabilités à l'école. Ils servent de boussole morale dans un monde où la tentation du repli ou de l'individualisme menace la cohésion nationale. La transformation ne va pas sans difficulté. Beaucoup d'enseignants manquent de ressources ou de formations spécifiques pour enseigner ces matières nouvelles. Dans certaines régions, l'insécurité rend même difficile la tenue régulière des cours. Face à ces obstacles, des initiatives originales voient le jour. Par exemple, dans une école de Waïgouya, les parents d'élèves ont été associés à l'élaboration du programme civique. Ils interviennent comme témoins lors de débats, partagent leur expérience et contribuent à rapprocher l'école de la société. Cette alliance entre enseignants, familles et communautés locales donne à l'éducation civique une assise solide, un ancrage dans le réel qui la rend plus efficace. Un autre exemple frappant vient d'une école rurale de la région de Gaoua. Là, la journée de la solidarité est devenue une institution. Une fois par mois, tous les élèves consacrent une matinée à une action collective. Nettoyage du village, aide aux personnes âgées, organisation d'une collecte pour les familles en difficulté. Ces actions, loin d'être anecdotiques, façonnent un sentiment d'utilité, d'appartenance et renforcent la confiance dans la capacité du groupe à relever les défis. Mais comment mesurer l'impact réel de ces réformes? Les premiers résultats sont encourageants. Le nombre de conflits entre élèves diminue dans les écoles qui appliquent ces pratiques. Les enseignants notent une meilleure discipline, un plus grand respect des règles et une volonté accrue de participer à la vie collective. Les élèves eux-mêmes témoignent d'un changement d'état d'esprit. Avant, je pensais surtout à moi. Maintenant, je comprends que notre avenir dépend de notre capacité à travailler ensemble, confie Aïssata, élève en classe de 3e à Koudougou. Pour renforcer cette dynamique, le ministère de l'Éducation a lancé un vaste programme de formation continue pour les enseignants. L'objectif ? Les aider à intégrer la réflexion éthique, la gestion des conflits et la pédagogie du débat dans leurs pratiques quotidiennes. Cette formation s'appuie sur des outils concrets, études de cas, jeux de rôle, simulation de situations conflictuelles. Les enseignants apprennent à accompagner les élèves dans la résolution pacifique des différends, à valoriser l'écoute et à encourager l'expression argumentée des opinions. Un exemple de scénario travaillé lors de ces formations. Un conflit éclate entre deux groupes d'élèves à propos du partage d'un ballon de football. Plutôt que de punir immédiatement, l'enseignant propose une médiation. Chaque groupe expose son point de vue, puis ensemble, ils cherchent une solution équitable. Ce type d'exercice permet de développer le sens de la justice, la capacité à dialoguer et la confiance dans la résolution collective des problèmes. Ce n'est pas tout. Pour lutter contre la désinformation et les influences extérieures, certaines écoles organisent des ateliers sur l'analyse critique de l'information. Les élèves apprennent à décrypter les messages diffusés sur les réseaux sociaux, à repérer les fake news, à distinguer les faits des opinions. L'enjeu est de taille. Dans un contexte où la manipulation de l'information peut attiser les tensions, former des esprits lucides et critiques devient une priorité absolue. Dans la pratique, cela se traduit par des exercices concrets. Par exemple, on propose aux élèves 2 articles contradictoires sur un même sujet d'actualité. Ils doivent les comparer, identifier les biais, questionner les sources. Cette démarche, inspirée des méthodes de l'éducation aux médias développées en Finlande ou au Canada, vise à immuniser la jeunesse contre la propagande et à renforcer son autonomie intellectuelle. Mais la cohésion ne se construit pas uniquement dans la salle de classe. Le Burkina Faso s'inspire aussi de l'éducation informelle, celle qui se transmet dans les groupes de jeunes, les associations sportives ou culturelles. Ainsi, de nombreuses écoles collaborent avec des clubs de sport, des chorales, des troupes de théâtre. À travers le sport, les élèves apprennent la discipline, le respect des règles, la gestion de la victoire et de la défaite. Au théâtre, ils explorent les enjeux du vivre ensemble, mettent en scène des situations de tolérance ou de conflit,
et expérimentent la puissance des mots pour apaiser ou attiser les passions. Un exemple marquant. Lors d'un festival scolaire à Ouagadougou, une troupe d'élèves a présenté une pièce sur la réconciliation entre deux villages rivaux. La pièce, écrite et jouée par les élèves eux-mêmes, a été suivie d'un débat animé avec le public. Ce moment de partage a permis d'aborder des sujets délicats, de donner la parole à ceux qui se sentent souvent exclus et d'ouvrir un espace de dialogue inédit. À l'échelle nationale, la volonté politique est claire. Le président Ibrahim Traoré a fait de l'éducation civique et patriotique une priorité. Dans ses discours, il insiste sur la nécessité de donner l'exemple, d'incarner les valeurs que l'on souhaite transmettre. Cette exemplarité, relayée par les médias publics, crée une dynamique nouvelle. Les élèves voient dans leurs dirigeants non des figures lointaines, mais des modèles à suivre. Ce lien entre la parole officielle et la réalité quotidienne redonne confiance dans les institutions. Pour autant, les critiques ne manquent pas. Certains craignent que ce retour aux valeurs collectives ne se transforme en endoctrinement. D'autres redoutent une uniformisation des esprits, une marginalisation des minorités ou des voix dissidentes. Ces questions méritent d'être prises au sérieux. L'histoire a montré que l'éducation civique peut, dans certains contextes, servir d'outil de contrôle plutôt que d'émancipation. Pour éviter ces dérives, le Burkina Faso s'efforce d'ouvrir l'école au débat, à la pluralité des opinions, à la réflexion critique. La formation des enseignants insiste sur la tolérance, l'écoute, le respect des différences. Chaque élève est encouragé à exprimer son point de vue, à questionner les règles, à proposer des améliorations. Ce climat de dialogue, s'il est préservé, garantit que l'éducation civique reste un levier de liberté et non d'oppression. L'impact de cette révolution éducative dépasse les murs de l'école. Progressivement, la société entière s'en trouve transformée. Les familles redécouvrent l'importance de la transmission des valeurs. Les associations de jeunes multiplient les initiatives citoyennes. Dans certains quartiers, des comités de vigilance veillent au respect des règles communes, organisent des campagnes de sensibilisation et favorisent la médiation en cas de conflit. Cette dynamique s'inscrit dans une histoire longue. Déjà, dans les années 60, le Burkina Faso, alors Haute-Volta, avait expérimenté des programmes d'éducation populaire visant à renforcer l'unité nationale. Ces programmes, portés par des figures comme Thomas Sankara, ont laissé une empreinte durable. Aujourd'hui, la nouvelle génération s'en inspire, tout en adaptant les méthodes aux défis du XXIe siècle. Il ne s'agit pas de revenir à une époque idéalisée, mais de puiser dans le passé les forces nécessaires pour affronter l'avenir. Cette démarche s'apparente à celle du Botswana dans les années 80, lorsque ce petit pays a misé sur l'éducation pour lutter contre la pauvreté et la corruption. En quelques décennies, le Botswana est devenu un exemple de stabilité en Afrique. Le Burkina Faso espère suivre une trajectoire similaire en misant sur la jeunesse, la discipline et le sens du collectif. Mais la route est longue. Les obstacles restent nombreux. Manque de moyens, inégalité d'accès à l'éducation, menaces sécuritaires persistantes. Pour relever ces défis, le gouvernement multiplie les partenariats avec les ONG, les institutions internationales et les acteurs locaux. Des programmes de bourse, de soutien psychologique et de médiation scolaire voient le jour, pour que nul ne soit laissé au bord du chemin. La réussite de ce pari dépend de la mobilisation de tous. Les familles doivent soutenir l'école, transmettre les valeurs, encourager la participation des enfants à la vie collective. Les enseignants doivent incarner l'exemplarité, refuser le découragement et innover sans relâche. Les élèves, enfin, doivent comprendre que leur formation ne vise pas seulement la réussite individuelle, mais la préservation d'un bien commun précieux, la paix et l'unité du pays. Prenons le cas d'un lycée de Ouagadougou, où un projet de journal scolaire citoyen a vu le jour. Les élèves, encadrés par un professeur de français et un journaliste local, rédigent chaque mois des articles sur la vie de l'école, les enjeux de la société, les exemples de solidarité. Ce journal, distribué gratuitement, devient un outil de dialogue entre générations, un espace de réflexion et d'engagement. Il illustre la capacité des jeunes à prendre la parole, à proposer des solutions,
à exercer leur sens critique. Cette expérience n'est pas isolée. Dans le Sahel, une école a lancé un club de médiation. Des élèves volontaires apprennent à désamorcer les conflits, à écouter, à proposer des compromis. Ce club, reconnu par la direction, a permis de réduire de moitié les incidents violents en 2 ans. Les membres du club témoignent d'un sentiment de fierté, d'utilité et d'appartenance renforcée. Loin des projecteurs, ces initiatives dessinent un nouveau visage de l'école burkinabé. Une école qui n'abandonne personne, qui accueille la diversité, qui transforme chaque difficulté en occasion de grandir. Une école qui prépare la jeunesse à affronter l'incertitude, à résister aux tentations de la division, à bâtir ensemble un avenir meilleur. Pour mesurer la portée de cette transformation, il suffit d'écouter les témoignages. À Dédougou, un enseignant affirme « Je vois mes élèves changer. Ils s'entraident plus, se parlent avec respect, prennent soin de leur environnement. Ce sont des petits gestes, mais ils annoncent de grandes choses. » Un parent d'élève ajoute « Mon fils est devenu plus responsable. Il discute avec moi des problèmes du pays. Il veut s'impliquer. » Ces voix, qui montent du terrain, sont le signe que la révolution éducative porte déjà ses premiers fruits. Bien sûr, tout reste fragile. Une crise politique, une flambée de violence, une manipulation médiatique. Il suffirait de peu pour que les progrès basculent. Mais l'essentiel est là. Une dynamique est lancée, un chemin est tracé. La société burkinabé a compris que l'avenir ne se joue pas seulement dans les palais ou les casernes, mais dans le regard d'un enfant qui apprend à marcher droit, la tête haute, pour son peuple et pour l'avenir. C'est cette force tranquille, patiemment construite, qui fera la différence. Comme le montre l'exemple du Ghana, qui a su bâtir sa stabilité sur l'éducation civique et la participation citoyenne, le Burkina Faso peut espérer, lui aussi, écrire une nouvelle page de son histoire. Mais la clé du succès réside dans la persévérance, l'humilité et la capacité à corriger le cap sans jamais renoncer à l'idéal. À chaque étape, des choix concrets s'imposent. Intégrer l'éducation civique dans toutes les matières, valoriser la participation des parents, encourager les initiatives locales, renforcer la formation des enseignants, multiplier les espaces de dialogue. Ces choix, répétés jour après jour, construisent un rempart invisible contre la fragmentation. En somme, la salle de classe burkinabé est aujourd'hui bien plus qu'un lieu d'apprentissage. Elle est l'atelier discret où se tisse la paix, où s'élabore la résilience, où se façonne l'identité collective. Ce qui s'y joue dépasse largement les murs de l'école. C'est l'avenir de la nation qui s'y invente, pas à pas, dans la patience, la rigueur et l'espérance. Face à la tourmente, le Burkina Faso a choisi de miser sur ce qu'il a de plus précieux, sa jeunesse, porteuse d'espoir et de renouveau. En pariant sur l'éducation, il pose une question essentielle. Voulons-nous préparer des citoyens capables de relever les défis du siècle, ou laisserons-nous le champ libre à la division et à la résignation? Ce choix engage chacun d'entre nous. Car la renaissance d'un pays commence bien avant les discours officiels. Elle prend racine dans une salle de classe, dans chaque geste de solidarité, dans chaque mot de respect, dans chaque moment d'exemplarité. Ici, la cohésion, la paix et la liberté ne se décrètent pas. Elles se construisent, patiemment, jour après jour. Ainsi, le Burkina Faso rappelle au monde une vérité universelle. La force d'une nation ne se mesure pas à la puissance de ses armes, mais à la solidité de ses valeurs partagées. Peut-être est-ce là, dans le regard d'un enfant qui apprend à marcher droit, que naît la vraie souveraineté.